Avoine. Aujourd'hui, Georges Séguy s'entretient avec Marc Guillaume. Premier entretien. Georges Séguy, vous avez été pendant 15 ans le secrétaire général de la CGT, de 1967 à 1982, plus qu'un double septennat donc, et vous avez été un acteur et un observateur privilégié d'une période fertile en changement. La fin du gaullisme, mai 68, la crise mondiale, du moins le début de la crise mondiale, et puis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Des millions de syndicalistes vous connaissent, mais les Français connaissent peut-être plus votre nom, et c'est d'ailleurs une caractéristique de la culture de la CGT, de ne pas trop personnaliser le pouvoir, connaissent donc plus votre nom que vous-même, comme si vous étiez resté discret, voire secret, comme si finalement l'homme, Georges Séguy, était resté dans l'ombre du leader syndical. Cet entretien, c'est l'occasion de revenir à vous, à votre histoire de militant, puis de responsable syndical, et à travers cette histoire de retrouver, avec une dimension sensible et vécue, plus qu'institutionnelle ou politique, celle de la CGT. La CGT va fêter dans quelques jours son centenaire. Et de ce centenaire, vous avez connu directement par votre environnement familial une très grande partie. J'ajoute que vous êtes actuellement président de l'Institut CGT d'Histoire sociale et que cette position d'historien apporte certainement, avec le recul, un complément à la vision que vous aviez quand vous étiez engagé dans la lutte, ses urgences et ses contraintes. Si vous en êtes d'accord, j'aimerais que nous parlions aujourd'hui de cette naissance historique, de son environnement, de ce qui a été sa spécificité. Et d'abord, question très simple, pourquoi peut-on dire que la CGT est née en 1895 ? Pourquoi le modeste congrès de Limoges est-il l'acte de naissance fondateur ? Vous m'avez salué en me disant que on n'avait peut-être pas accordé une grande importance à ma personne. Vous savez, j'ai toujours été un peu réticent au culte de la personnalité, à la personnalisation de la vie publique, sociale ou politique, qui confine souvent au végétariat. Et je pense que dans une société comme l'autre, surtout au sein du mouvement ouvrier, la modestie et l'humilité est un facteur de réflexion collective enrichissant pour tout le monde. Ceci dit, nous entrons donc dans le vif du sujet en parlant de cet acte de naissance de la CGT, peu connu, je le regrette, car il a marqué tout de même par la suite, peut-être pas au moment où il s'est produit, mais par la suite, il a marqué d'une manière tout à fait indiscutable, quand on y réfléchit avec le recul du temps aujourd'hui, notre vie nationale, notre culture, et de participer à modeler la société française. Et donc, je crois que il est dommageable pour notre éducation en général en France que cela ne soit pas suffisamment diffusé. J'ai regardé l'encyclopédie Larousse à ce propos pour savoir quelle définition était donnée au syndicalisme. Et je me suis aperçu que de longue date, déjà presque depuis le début, on dit du syndicalisme mouvement qui tend à grouper pour la défense de leurs intérêts communs tous ceux qui veulent s'unir à cette fin. Je pense que cette définition, qui est déjà ancienne, reste tout à fait valable aujourd'hui. Elle est large en tout cas. Et ce caractère large est une des caractéristiques justement du mouvement syndical qui n'a pas à s'organiser comme le mouvement politique sur la base de clivages idéologiques, mais qui, s'il veut jouer son rôle, respecter sa vocation, est chargé de défendre les intérêts, je le répète, communs à l'ensemble des salariés, indistinctement de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. C'est ainsi, donc, en 1895, que s'est constituée à Limoges la CGT. Mais est-ce qu'il n'y avait pas auparavant, ne serait-ce par exemple lors de la première internationale des travailleurs de 1866, l'esquisse, par Karl Marx lui-même, de l'esprit du syndicalisme? Il existait avant Limoges, dès la moitié du XIXe siècle, une multitude d'organisations très diversifiées en France, des clubs, des associations de travailleurs,
qui confondait d'ailleurs le rôle solidarité mutualiste avec le rôle politique. C'était l'époque où chacun cherchait une identité, disons, entre guillemets, révolutionnaire pour se démarquer du système capitaliste, de cette société industrielle qui apparaissait d'une dimension un peu effrayante, monstrueuse même parfois. Et alors, cette multitude, cette diversité d'organisations, très séparées les unes des autres, peut-être rivales, ont donné lieu petit à petit à des affrontements assez sérieux de caractère idéologique, mêlant syndicats, partis, idéologie, ce qui d'ailleurs a été, je pense, un élément de réflexion important pour l'ensemble de ceux qui étaient déjà dans ces premiers modèles d'organisation, et qui les a amenés à penser que par-delà, sur le plan syndical, je veux dire, par rapport à leurs intérêts professionnels, économiques, moraux, par-delà toute cette diversité d'opinions politiques, philosophiques, il y avait peut-être à réfléchir, à trouver le moyen d'organisation, de se rassembler tous ensemble, laissant au vestiaire les différences idéologiques, pour mettre en commun la réflexion, la concertation et l'action pour faire avancer le progrès social. C'est de là qu'est née la CGT. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, en fonction de tout cet environnement diversifié, plein de rivalités politiques, que la CGT, dès le début, a dit il faut s'organiser pour défendre les intérêts de la classe ouvrière, des intérêts de classe du monde du travail, et être indépendant vis-à-vis de toutes les forces extérieures, aussi bien des pouvoirs publics, du gouvernement, de l'État, que de toutes les autres forces, y compris les partis politiques qui ont une certaine propension à rechercher au sein du mouvement syndical la notoriété ou l'influence qu'ils veulent gagner. Est-ce que dans la diversité que vous venez d'évoquer, on ne pourrait pas distinguer deux structures organisationnelles, la première plutôt par structure de métier, de profession, de métier, et puis l'autre plutôt organisée sur une base territoriale, ce qu'on appelait les bourses du travail, la première organisation étant plutôt sous l'influence de Jules Guesde, qui était l'un des introducteurs de la pensée marxiste en France, et l'autre, l'organisation territoriale, étant plutôt sous sensibilité anarchiste. Évidemment, je suis un peu grossier en disant des choses comme ça, mais Limoges serait un peu la rencontre, le moment où ces deux structures organisationnelles et ces deux sensibilités, avec un certain nombre de conflits et d'évictions d'ailleurs, se rejoignent et font point commun, lieu commun. Au moment du congrès de Limoges, ces deux formes d'organisation, bourse du travail et chambre syndicale, c'est comme ça qu'on l'appelait, avec les influences que vous avez signalées, étaient en quelque sorte en concurrence, en rivalité, avec beaucoup de problèmes idéologiques aussi quand même. Mais sur le plan de la structure, on se posait encore la question de savoir s'il valait mieux être organisé verticalement par l'industrie, par branche professionnelle, ou horizontalement par localité, région, département, etc. Et à Limoges, finalement, l'accord ne put se faire car la tendance guédiste, qui manifestait des oppositions à un certain nombre d'orientations, notamment à l'idée que la grève générale était le seul moyen de la conquête du pouvoir, et de renversement du capitalisme. Sur ces questions, donc, l'accord n'était pas encore réalisé à Limoges, où cette question de la grève générale était à l'ordre du jour, et l'union n'a pas pu se faire. Ce n'est que quelques années plus tard, à Montpellier, en 1902, que, toujours sous cette aspiration unitaire du monde du travail, des travailleurs déjà organisés, l'idée d'une fusion au sein de la CGT de ce qui était horizontal et ce qui était vertical, dans la définition que nous venons d'en donner, a prédominé et s'est constitué ce qu'on peut appeler le deuxième congrès constitutif de la CGT à Montpellier en 1902. Et en 1906, d'une manière encore plus nette, ce que vous avez évoqué, qui était déjà esquissé à Limoges, a été confirmé, à savoir une indépendance du mouvement syndical par rapport aux autres organisations et notamment par rapport aux partis politiques. Donc la naissance est 1895, mais une confirmation en 1902 et une précision essentielle de la charte d'Amiens en 1906. Voilà. D'ailleurs, en France, c'est une des originalités syndicales, une particularité nationale de la naissance du syndicalisme. Le syndicalisme, en fait, a précédé la naissance des organisations politiques se réclamant des intérêts des travailleurs, de la classe ouvrière, puisque le Parti socialiste SFIO est né 10 ans après la CGT, le Parti communiste français 25 ans après. Mais déjà, à cette époque-là, après le congrès de Limoges et celui de Montpellier, la propension du politique à s'immiscer dans les affaires syndicales était telle que le mouvement syndical a éprouvé le besoin, a ressenti la nécessité
de se prémunir contre ces ingérences et de clamer très haut son indépendance. Voilà pourquoi à Amiens, en 1906, la fameuse résolution qui après est devenue sous l'appellation de Charte d'Amiens, a proclamé très haut la volonté du mouvement syndical d'être indépendant tout en restant de classe. Les deux choses d'ailleurs étant étroitement liées. On ne peut pas séparer les deux notions, je pense, de cette orientation syndicale qui a toujours été comme un fil rouge dans l'histoire de notre mouvement syndical français. Et peut-on dire que cette spécificité française est directement issue d'une vision marxiste, justement, de la lutte des classes et de l'importance que les travailleurs, la place privilégiée, centrale, que les travailleurs occupent dans le mouvement révolutionnaire, ce qui a fait qualifier la CGT de syndicat révolutionnaire. Mais je ne pense pas que nous puissions le dire de manière aussi directe, car dans le mouvement syndical, l'influence des idées marxistes a rencontré l'influence des idées différentes, anarchistes, réformistes, et au fond, ce qui est sorti de tout cela, ce fut une conception syndicale du rôle du mouvement syndical, qui, je ne dirais pas, constitue un mélange de l'ensemble, ça ne serait pas juste historiquement, mais a tenu compte de toutes ces idées. C'est incontestable que dans la formation de ce que l'on a appelé par la suite le mouvement syndical de caractère révolutionnaire, aussi bien les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, on les a appelés par la suite, que les marxistes ont trouvé finalement, non sans affrontements, discussions, polémiques, fractures, ruptures, tout ça, oui, tout ça, on ne peut pas l'évoquer dans une émission de cette nature, mais ont trouvé finalement un équilibre qui est devenu par la suite, depuis 1906, disons, oui, depuis le congrès d'Amiens, la ligne de conduite fondamentale de l'orientation de notre mouvement syndical. Ce qu'il faudrait rappeler aussi, vous l'avez évoqué très rapidement, c'est le caractère modeste du congrès de Limoges. Je crois qu'il n'y avait que 75 délégués. Oui. C'est un événement qui est passé presque totalement inaperçu. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'une naissance se produise dans la discrétion. Donc là, on est en face de quelque chose qui est presque un non-événement et qui va avoir les conséquences Quelques-uns ont perçu dans cet événement quelque chose qui allait avoir un grand avenir, mais vraiment très très peu, si l'on en juge par les commentaires de la presse à cette époque-là. Mais ceux qui voyaient bien que quelque chose était en train de se passer au sein du mouvement ouvrier français ont perçu que cette idée d'union, du rassemblement dans une même organisation syndicale, par-delà toutes les divergences qui pouvaient exister, allait avoir de l'avenir. D'ailleurs, mais sur le moment, l'événement n'a pas été perçu comme une chose importante. C'est d'ailleurs la même chose pour le premier, mais qui est né en France, qui, au moment de sa naissance, n'a pas suscité de grands commentaires. En 1889. En 1889, au moment du centenaire de la Révolution française, au moment où on inaugurait la Tour Eiffel, et lors de la naissance de la deuxième internationale socialiste. Ce 1er mai, qui n'a pas été l'objet à ce moment-là de grands commentaires, est devenu par la suite une fête universelle qui, comparativement à toutes les autres fêtes, y compris de caractère religieux, a pris une dimension internationale considérable. Mais j'ai vu réciproquement que dans le faux vrai journal du congrès de Limoges que votre institut a reconstitué, la naissance du cinéma, car au fond la CGT nous avons le même âge. Vous avez le même âge. La naissance du cinéma n'avait pas été complètement perçue dans son ampleur, puisque le journal parle d'un aimable divertissement pour les classes bourgeoises, sans risque, ce qui montre que peut-être il est difficile d'apprécier la portée historique de tout ce qui se produit chaque jour. Encore un rappel historique qui incite à l'humilité, tous ceux qui ont en charge d'ausculter, de réfléchir et de diagnostiquer ce qui se passe dans le mouvement social. Comment avez-vous connu ces origines de la CGT à travers vos premières formations, vos premières pratiques, votre éveil à la conscience politique? Mais disons que mon engagement dans la vie militante syndicale s'est très vite enrichi d'une connaissance de l'histoire du mouvement syndical, de la CGT, car au sein de notre organisation syndicale, nous faisons de notre mieux pour prodiguer aux jeunes militants à la connaissance de cette histoire, c'est-à-dire de notre identité, de nos origines, qui n'est pas une conception passéiste, mais qui permet de suivre toute une évolution de cette histoire sociale qu'il est nécessaire de connaître. Autrement, on ne comprendrait pas beaucoup de choses qui se sont produites dans notre vie nationale et qui, au cours desquelles le mouvement syndical a joué un rôle très important. Et donc, on passerait à côté d'enseignements
qui, de nos jours, conservent une certaine valeur d'expérience pour les questions que nous avons à résoudre. Pas tous. Une valeur d'ailleurs à double sens, une valeur aussi bien enrichissante pour trouver des solutions aux problèmes qui sont aujourd'hui au centre de nos préoccupations, et aussi des enseignements, des expériences négatives qui indiquent ce qu'il convient de ne pas faire. Mais un niveau plus direct, moins institutionnel, est-ce que par l'influence de votre père, qui était militant de la CGT, est-ce que lui-même avait connu directement cette préhistoire ou ces premières années de l'histoire de la CGT? Est-ce que lui-même vous en a été un témoin direct et vous a sensibilisé à ces questions? Oui, pour tout le début de ce siècle. Par exemple, était-il à Amiens ou à Montpellier? Non. Non, mon père était mobilisé durant la Première Guerre mondiale, et c'est à la suite de ça, comme beaucoup d'hommes de sa génération, qui dans le sillage de Barbus, se sont engagés dans une voie de lutte sociale, progressiste, révolutionnaire. Et il était donc membre du Parti socialiste jusqu'au congrès de Tours. Oui. Il fut de ceux qui optèrent pour, comme la majorité du congrès s'était prononcée, pour la fondation en France du Parti communiste français. Communiste, oui. Là, il est resté quand même, pour l'essentiel, militant syndical. Alors vous avez donc, à travers lui, mais également à travers, vous le dites dans un ouvrage qui s'appelle Lutter, que vous avez publié il y a 20 ans, en 1975, que vous avez eu un instituteur communiste également. Oui, qui est décédé l'année dernière, il s'appelait Georges Fournial. Il était instituteur à Toulouse, et lorsque j'avais 7 ou 8 ans, j'étais dans sa classe à Toulouse. Il a exercé, c'était un ami de la famille d'ailleurs en plus, il a exercé sans doute une certaine influence sur mes réflexions d'adolescent pour m'orienter dans les chemins que j'ai suivis par la suite. Je me souviens même que par rapport à lui, j'ai fait ma première grève lorsqu'il fut arrêté à Toulouse au moment des luttes antifascistes de 1934-35. Et pour essayer de l'extraire de la prison, les parents d'élèves avaient décidé que nous n'irions plus en classe tant qu'il ne serait pas libéré. De sorte qu'au printemps de cette année-là, nous avons eu une semaine de vacances supplémentaires, comme je le lui disais par la suite. Et quand il est revenu, il y a eu un grand instant d'émotion dans la classe de Georges Fournial, au moment où il a repris ses fonctions d'instituteur. Notre instituteur, nous étions assez fiers, nous les gamins, d'avoir un instituteur de cette trempe-là. Tout à fait. Et en 1935, vous aviez 8 ans. Oui. Donc faire une première grève à 8 ans, c'est quelque chose qui doit marquer. Je n'ai aucune gloire parce que c'était mes parents qui avaient quand même décidé, en tant que parents d'élèves, de m'inciter à la faire. Donc une formation très à la fois forte et que vous recevez avec émotion, avec affection. C'est quelque chose sans doute qui vous a marqué profondément. Dans l'ouvrage que je citais, Lutter, vous dites aussi que vous aviez un ami de la famille, Pierre Sémard, qui venait souvent à Toulouse vous rendre visite. Et Pierre Sémard, chaque fois qu'il était secrétaire général de la Fédération des cheminots, poste que j'ai eu par la suite, les circonstances de l'année bizarre, l'honneur d'exercer. Et il a été arrêté par la police française, remis à la Gestapo et fusillé par les Allemands à Évreux le 7 mars 1942. Et cet événement tragique m'a marqué sûrement profondément, et c'est sûrement ce qui m'a incité à me précipiter, plutôt que je ne l'aurais fait autrement, dans la résistance à l'occupant hitlérien. Donc en 1942, vous avez 15 ans. Oui. Vous avez 15 ans, vous rentrez dans la clandestinité. Oui. Non, pas dans la résistance. Dans la résistance. Mais pas clandestin. J'étais légal toujours, puisque je travaillais. Vous étiez apprenti typographe. Apprenti typographe, oui. J'étais donc engagé dans les FTP, mais légalement. Dans les organisations urbaines, disons, des FTP, pas dans un maquis. Et 2 ans après, dans l'imprimerie où vous travaillez, qui travaillait pour la résistance, vous êtes arrêté. Arrêté par la Gestapo, peu après qu'elle ait occupé la zone sud, et donc interrogé par la Gestapo selon ses méthodes, qui m'ont laissé d'ailleurs des séquelles douloureuses dans la mémoire et physiquement, et puis déporté au camp de concentration de Mauthausen, où je suis resté jusqu'à la libération des camps de concentration. Vous êtes resté pendant presque 18 mois. Voilà.
C'est ça. Et vous racontez que dans ce camp, vous avez été, comment dire, pris en charge n'est pas le mot, mais vous avez rencontré une organisation clandestine dans le camp, Exact. dans laquelle il y avait des communistes, des chrétiens, il y avait plusieurs sensibilités qui s'exerçaient, et que cette organisation vous a permis de faire assez systématiquement du sabotage. J'avais noté que vous aviez même un travail de rivetage et que vous avez saboté systématiquement et d'une manière relativement invisible pendant plusieurs mois. Oui. Il existait dans à peu près tous les camps de concentration, à un degré différent, avec des différences, des inégalités, mais dans tous une organisation de solidarité regroupant les représentants des différentes nationalités qui avaient décidé de résister dans les camps eux-mêmes pour éviter l'extermination, pour résister à l'extermination et pour organiser la solidarité matérielle. J'ai eu sans doute le bonheur de rencontrer très tôt cette organisation qui était représentative d'ailleurs de tous les courants de pensée et de toutes les forces engagées dans la résistance dans notre pays. Et donc c'est un peu en concertation avec et l'organisation convenue entre nous tous que nous avons décidé, puisqu'on nous obligeait, après avoir travaillé à la carrière pénible, à travailler dans une usine qui fabriquait une pièce d'aile de Messerschmitt, de saboter ce travail. Pour les spécialistes, ils le comprendront si je leur dis qu'on perçait à 12 et qu'on rivait à 10. Donc le rivet, au bout d'un certain temps d'utilisation, avait joué. Et je suppose que, je ne l'ai pas su directement, mais je suppose que quelques Messerschmitt sont tombés sans qu'ils aient été atteints par les DCA des Alliés. Grâce à notre travail de sabotage, c'était une manière de résister dans des conditions qui étaient tout à fait tragiques pour nous. Tout à fait. À partir de cette très très dure expérience, vous êtes assez naturellement porté à vous engager dans, à la fois évidemment à la fin de la guerre dans la CGT, vous devenez aussi un militant important du Parti communiste. Je crois que vous rentrez au bureau du Parti communiste en 1954, mais peut-être ma mémoire me trompe. Au comité central. Au comité central en 1954. Et 2 ans après au bureau politique national. Bureau politique en 1956. Donc dès la fin de la guerre, je crois que vous abandonnez votre premier métier de typographe, pour des raisons d'ailleurs, je crois, de santé, et vous rentrez, vous devenez cheminot. Voilà. Et c'est aussi dans ce secteur que vous devenez un militant syndical et très bientôt un responsable syndical de la Fédération des cheminots. Concours de circonstances encore là, pas par choix personnel, parce que je pense que le fait que j'ai été déporté très jeune, que je sois l'un des plus jeunes déportés résistants de France, de mon âge on doit être 4 ou 5 en France, m'a valu, je suis revenu du camp de concentration à 18 ans, m'a valu une notoriété qui a attiré l'attention sur moi, et donc comme j'avais en même temps la volonté, conformément au serment que nous avons prêté tous lors de la libération du camp de concentration, de continuer le combat pour lequel tant de nôtres étaient tombés, donc la volonté de m'engager dans cette lutte pour la liberté, la justice, pour le bien des hommes, alors j'ai gravi assez rapidement les diverses responsabilités à partir de mon engagement syndical chez les cheminots de Toulouse. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé assez vite, assez rapidement, après 2 ans de travail à la SNCF, promu aux responsabilités secrétaire de la Fédération des cheminots, et puis par la suite, mon parti politique m'a demandé de participer à son travail, mais je l'ai fait toujours avec tout de même un engagement plus spécifique syndical que politique. Je voudrais revenir un instant sur cette expérience évidemment fondatrice, vous venez de le dire, des camps de concentration allemands, des camps plus généralement enfin de l'horreur nazie. J'imagine que ça a dû vous rendre particulièrement sensible à cette forme d'aberration collective. Alors, ma question est, quand vous avez découvert qu'en Union soviétique, les mêmes camps existaient, est-ce que vous n'avez pas eu un moment d'horreur et une sensibilité particulière, puisque dans votre chair, vous l'aviez vécu vous-même, cette expérience du camp? Oui,
je dois dire que la révélation de ce qui s'est passé à l'Union soviétique après, un peu avant et après la Seconde Guerre mondiale sous le pouvoir personnel de Staline est arrivée plus tard. Parce que 20e congrès, essentiellement, le rapport Khrouchtchev. 20e, et puis après 22e, qui ont révélé tout cela. Mais, disons que c'était déjà, au moment-là, nous avions déjà l'opinion, les militants de la CGT en France, que la forme syndicale qui existait dans ces pays, l'Union soviétique et dans les autres pays satellites de l'Union soviétique, était tellement contraire à notre conception qu'il y avait là, par rapport à la nature démocratique du pouvoir, quelque chose qui ne convenait pas, qui ne pouvait pas correspondre à ce que nous pensions. Et donc, déjà sur ce plan, il y avait beaucoup de réserves de notre part qui sont allées en s'accumulant avec tellement de force que maintenant nous en sommes arrivés finalement à quitter la Fédération syndicale mondiale qui est née aussi 50 ans d'ailleurs à Paris, avec une large contribution de la CGT qui était l'union de toutes les forces syndicales internationales. Et donc nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais vous m'avez posé la question, je vous réponds, je suis encore très traumatisé, blessé par ce qui s'est passé à l'Union soviétique, par cette tragédie, par ces crimes qui ont été commis. Et ça a profondément provoqué une réflexion qui m'a amené à me séparer complètement de ce que, lorsque j'avais 20 ans, j'estimais être un modèle tout à fait valable pour le monde entier. À voix nue, Georges Ségui s'entretenait avec Marc Guillaume. Réalisation Nicole Salerne. Demain, deuxième entretien.